D'accord, décortiquons un peu tout ça. Bienvenue dans notre nouveau décryptage. Aujourd'hui, la mission, c'est de plonger vraiment au cœur d'un ouvrage assez fascinant. Ouais, complètement. C'est le livre de Thomas Ali, La mémoire, le guide complet pour apprendre à mieux retenir. Et l'objectif ici, c'est pas de subir un cours de biologie hyper aride sur les méandres du cerveau. L'idée, c'est de comprendre comment cette fonction cérébrale constitue en réalité le socle absolu, la fondation même de l'identité humaine. C'est ça. Il y a une expérience de pensée un peu vertigineuse dès les premières pages du livre. Imaginons un instant que l'on efface tous les souvenirs d'un individu. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste plus rien, en fait. Exactement. Plus aucune personnalité, plus d'histoire personnelle, plus de conscience de soi. L'identité même disparaîtrait pour laisser place à une coquille vide, quoi. Et c'est vraiment le postulat de base de l'ouvrage, hein. La mémoire ne se contente pas d'être un simple espace de stockage passif. C'est pas un vieux grenier où on entasserait des cartons poussiéreux. Scientifiquement parlant, c'est le pont fondamental entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Ouais, c'est elle qui crée du sens, en fait. Absolument. Elle prend les expériences brutes qu'on vit, les sensations tactiles, visuelles, auditives que le corps perçoit, et elle leur donne un contexte. Sans ce contexte, ce serait juste impossible de travailler, de tenir une conversation, ou même d'avoir la moindre notion de continuité dans le temps. On vivrait dans un présent permanent, mais sans rien pour s'y accrocher. C'est ça, la mémoire, c'est vraiment l'outil qui permet de relier le passé au présent pour être en mesure d'anticiper ou d'imaginer le futur. Mais alors, pour bien comprendre ce qu'on pourrait appeler notre disque dur humain, même si on verra plus tard que la comparaison a des limites. De grosses limites, oui. Voilà. Il faut regarder un peu sous le capot. Comment la machine fonctionne concrètement? Quand je vis quelque chose, comment ça se transforme en souvenir? Alors, il faut voir ça comme une mécanique biologique d'une précision inouïe. Au centre de ce processus, il y a une structure cérébrale qui est vitale, qu'on appelle l'hippocampe. L'hippocampe, d'accord. On peut visualiser l'hippocampe comme le grand encodeur, tu vois, le chef d'orchestre de notre cerveau. Quand une expérience est vécue ou qu'une nouvelle information est apprise, l'hippocampe traduit ces données brutes et les dispatche vers nos neurones. Et ces neurones, ils travaillent jamais seuls. Ils se connectent entre eux. Voilà, ils forment d'immenses réseaux comme des toiles d'araignées microscopiques qui communiquent via des points de contact qu'on appelle les synapses. Et ça en utilisant des messagers chimiques, les fameux neurotransmetteurs. Donc si je résume, chaque souvenir est physiquement un réseau de neurones qui s'allument ensemble. C'est l'idée. Et la règle d'or de cette architecture, c'est la fréquence d'utilisation. Pour vulgariser un peu, l'auteur utilise une image géniale. Imaginez une forêt vierge. Ok, je la vois. La première fois qu'on essaie de la traverser pour créer un chemin, c'est dur, il faut écarter les branches, on avance lentement. Ça, c'est la création d'un tout nouveau souvenir. Mais si on emprunte ce même chemin tous les jours, Ça devient un vrai sentier. exactement, un sentier battu, puis une route, puis une autoroute, plus on sollicite un réseau neuronal spécifique, plus les synapses se consolident et plus le souvenir devient fort et rapide d'accès. C'est ce que Thomas Ali appelle la création de traces mnésiques. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ça explique pourquoi certaines choses restent gravées à vie, alors que d'autres disparaissent en un clin d'œil. Je suis toujours fasciné, ou plutôt frustré d'ailleurs, par ce phénomène. Ah oui, le fameux «pourquoi j'oublie ça et pas ça». Mais carrément. Par exemple, je peux me souvenir des paroles exactes d'une chanson sortie il y a 15 ans. Mais si je suis à une soirée et qu'on me donne un numéro de téléphone, 5 secondes plus tard, le numéro s'est évaporé. Pourquoi cette différence de traitement? Bah, ce que ce scénario illustre, c'est la frontière très très stricte entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme, qu'on appelle aussi la mémoire de travail, c'est la porte d'entrée du cerveau. Et c'est une toute petite porte. Une toute petite porte. En moyenne, notre mémoire de travail peut retenir que 7 éléments simultanément. Seulement 7. Seulement 7. 7 chiffres, 7 mots, 7 idées. Et ça pour une durée très brève, de quelques secondes à quelques minutes tout au plus. Si l'information n'est pas immédiatement jugée vitale ou si elle n'est pas répétée en boucle dans la tête, le cerveau la supprime simplement pour libérer de l'espace. Donc, les numéros de téléphone aléatoires est juste effacé, parce qu'il n'a aucun sens sur le moment. C'est ça. Mais qu'en est-il du prénom de la personne à cette même soirée? En général, le prénom, on le retient quand même un peu mieux. Parce que le prénom porte en lui du sens. Il s'accroche à un visage, à une interaction sociale,
peut-être à une émotion. Il a donc beaucoup plus de chances de franchir cette porte d'entrée et d'être transféré vers les grands espaces de stockage, c'est-à-dire la mémoire à long terme. Et c'est là qu'on arrive dans le vif du sujet. Tout à fait. L'auteur nous invite à visualiser la mémoire à long terme non pas comme un grand fourre-tout, mais plutôt comme une bibliothèque hyper organisée. Pour simplifier les termes scientifiques, imaginez que cette bibliothèque a plusieurs étages. Au premier étage, on trouve la mémoire déclarative. C'est tout ce qu'on peut exprimer consciemment par la parole. Et cette mémoire déclarative a plusieurs rayons, j'imagine. Le livre mentionne la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. C'est parfois un peu dense à différencier. On va garder notre métaphore de la bibliothèque, c'est plus simple. Le rayon épisodique, ce sont les autobiographies. Ce rayon stocke les souvenirs personnels, ceux qui sont intimement liés à un contexte de temps et d'espace. Comme des scènes de films de notre propre vie. Oui, c'est le souvenir de l'odeur du gâteau de votre grand-mère ou la sensation de panip lors d'un oral au lycée. C'est une mémoire qui est très riche émotionnellement. Le rayon sémantique, en revanche, c'est l'encyclopédie. Ok, donc les faits bruts. Exactement. Il regroupe les connaissances générales, indépendant du moment où on les a apprises. Savoir que Paris est la capitale de la France ou que la Première Guerre mondiale a débuté en 1914. On ne se souvient pas forcément du jour exact où on a appris ça à l'école, mais l'information est là, pure et factuelle. D'accord, donc autobiographie d'un côté, encyclopédie de l'autre. Ça, c'est le premier étage conscient. Et au sous-sol de notre bibliothèque, il y a la machinerie. La mémoire non déclarative, souvent appelée mémoire procédurale. Les fameux automatismes. Voilà, le fait de savoir faire du vélo, de taper sur un clavier ou de conduire une voiture. On serait bien en peine d'expliquer verbalement chaque contraction musculaire nécessaire pour tenir en équilibre sur un vélo. Pourtant, le corps sait le faire. Ces souvenirs moteurs sont gravés profondément, gérés en grande partie par des structures comme le cervelet, et ils demandent aucun effort conscient pour être rappelés. C'est une architecture incroyable. Mais alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Pourquoi notre cerveau efface-t-il des choses? Si on a toutes ces capacités de stockage, pourquoi est-ce qu'on oublie sans arrêt? Est-ce que c'est juste le temps qui passe? C'est vraiment la question centrale du livre. On a tendance à blâmer le temps ou une mauvaise génétique, mais Thomas Ali détaille des découvertes qui pointent vers d'autres coupables, beaucoup plus concrets et surtout liés à notre mode de vie. Donc c'est de notre faute. En grande partie, oui. Le tout premier facteur de l'oubli, c'est la privation de sommeil. L'hippocampe, dont on parlait, travaille énormément la nuit. Un adulte qui dort moins de 8 heures ampute carrément le processus de consolidation. Il coupe le travail de l'archiviste en plein milieu. C'est exactement ça. C'est pendant les phases de sommeil profond que le cerveau trie les informations de la journée et les archive. Si on coupe ce temps de travail, les dossiers de la journée finissent à la poubelle. Donc faire une nuit blanche pour réviser un examen, c'est littéralement la pire stratégie possible. Biologiquement parlant, c'est un non-sens absolu. Et l'hygiène de vie va plus loin que le simple sommeil. L'auteur souligne le rôle d'une mauvaise alimentation qui prive les neurones des nutriments essentiels, ou encore le manque d'oxygénation lié à la sédentarité. Si le sang circule pas assez vers le cerveau, le réseau s'appauvrit. Mais le facteur le plus insidieux et paradoxal à analyser, c'est le stress. Paradoxal. Le stress n'est pas toujours mauvais pour la mémoire? Non, c'est une question de dosage. Un petit pic de stress ponctuel, comme l'adrénaline avant une présentation importante, agit comme un signal d'alarme. Le cerveau se met en alerte maximale, ce qui stimule les connexions neuronales et favorise la mémorisation immédiate. Ça nous réveille, quoi. Voilà, c'est un mécanisme de survie très ancien. Par contre, un stress intense et prolongé, celui qu'on vit de nos jours dans la société moderne, a un effet dévastateur. Il inonde le cerveau en permanence, ce qui surcharge le système. Les synapses finissent par s'endommager sous la pression constante, le fonctionnement ralentit, l'hippocampe s'épuise et l'accès aux souvenirs devient flou. C'est fascinant. Et ça amène directement à déconstruire un des grands mythes que l'auteur aborde. On entend souvent dire que notre mémoire humaine est pleine de défauts, qu'elle est faillible, et on la compare à la mémoire d'un ordinateur. On s'imagine que le disque dur est parfait, qu'il retient tout, alors que notre cerveau serait une version un peu défectueuse. Ce qui est fascinant ici, c'est que comparer le cerveau humain à un disque dur est profondément trompeur. La mémoire informatique est rigide, elle est linéaire. Un ordinateur stocke une info de manière brute. Le fichier est là, intact, mais la machine est incapable de relier ce fichier à un autre pour créer un concept nouveau. Elle est bête, en fait.
Elle est sans imagination. La mémoire humaine, au contraire, elle est malléable, dynamique, évolutive. L'hippocampe se contente pas d'empiler des faits, il crée des associations de sens infinies. Et donc le fait d'oublier, qui nous agace tant, ce serait pas un défaut de fabrication? Au contraire, l'oubli est la preuve que notre mémoire est un organe autorégulateur ultra sophistiqué. Si on se souvenait de chaque détail de chaque seconde de notre vie, chaque visage croisé dans la rue, notre cerveau serait paralysé par le bruit de fond. Il trie constamment ce qui est essentiel pour notre survie et notre bien-être, et il déplace le superflu vers l'inconscient. L'oubli n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité d'optimisation. C'est vrai que vu sous cet angle, ça enlève pas mal de culpabilité quand on oublie où on a posé ses clés. Et le livre s'attaque à un autre mythe de taille, c'est la grande peur du vieillissement. On a cette image qu'en vieillissant, nos neurones meurent par millions et qu'on perd inévitablement la tête. Oui, alors l'ouvrage clarifie un fait un peu surprenant, hein. Le pic d'efficacité absolue des neurones se situe autour de 25 ans. Ah, ça calme. C'est jeune, oui. Ensuite, le fonctionnement ralentit légèrement. Mais l'auteur insiste, ce déclin n'est absolument pas un effondrement brutal ni incontrôlable, à condition que l'organe soit entraîné. De plus, le temps n'affecte pas toutes nos bibliothèques de la même manière. Certaines mémoires résistent mieux que d'autres. Tout à fait. La mémoire épisodique, celle de nos souvenirs personnels, est la plus fragile. Elle demande beaucoup d'énergie pour lier un événement à un lieu et une émotion. En revanche, la mémoire sémantique, notre fameuse encyclopédie factuelle, reste extraordinairement robuste. Le vocabulaire, les concepts, tout ça continue de s'enrichir. La perte de mémoire n'est pas une malédiction inéluctable, c'est souvent la conséquence d'une mémoire qui n'est plus stimulée. Mais même si cette mémoire est robuste, l'auteur nous met en garde, elle n'est pas imperméable, elle reste profondément influençable. Et c'est là que l'analyse prend une tournure presque sociétale, hein. Le livre avance que nos souvenirs sont constamment modelés par notre environnement. Cela soulève une question cruciale, oui. Et l'auteur aborde ça sous un angle purement descriptif et sociologique. Il décrit comment la société s'appuie sur le système de récompense et de punition pour forger ce qui est acceptable ou non. Il faut préciser d'ailleurs qu'on relate cette analyse de manière totalement neutre ici, sans aucun parti pris politique sur le bien fondé des lois. On ne fait que rapporter l'analyse du livre. Exactement. Thomas Ali explique que ça commence à l'école primaire. Une bonne action amène une gratification qui valide le circuit neuronal. Une mauvaise action entraîne une punition. Plus tard, le système de justice reprend ce même principe. L'idée, c'est que la répétition de ces règles sociales finit par s'imprimer dans la mémoire procédurale et déclarative, façonnant les comportements. Et si la société le fait de manière systémique, l'industrie et la publicité l'ont compris, et l'exploitent de manière hyper ciblée. Le livre montre comment la publicité joue avec nos failles. Une marque cherche à s'ancrer par la répétition, mais surtout, elle vise nos émotions. En stimulant notre mémoire sensorielle, oui, avec des musiques spécifiques, des ambiances, les publicités touchent directement notre mémoire épisodique. Elles créent de faux souvenirs. Résultat, quand on se retrouve au supermarché, le système de récompense s'active tout seul, parce que le cerveau a été conditionné. C'est redoutable. C'est une exploitation directe de la plasticité de nos synapses. Heureusement, la conclusion de l'ouvrage, c'est pas de nous laisser face à ce constat d'impuissance. Thomas Ali propose des plans d'action pour reprendre le contrôle. L'idée maîtresse, c'est de traiter la mémoire pour ce qu'elle est, un muscle. Un muscle qu'il faut nourrir et entraîner, oui. On en vient à l'hygiène de vie, mais avec des solutions tangibles. Que faut-il mettre dans l'assiette pour aider nos neurones? L'auteur dresse une liste précise. D'abord, les protéines, pour fabriquer les neurotransmetteurs. Ensuite, le fer, crucial pour transporter l'oxygène. Mais les stars, ce sont les vitamines. Celles du groupe B, surtout, B6 et B12, pour régénérer les cellules, les vitamines C et E, qui sont des antioxydants, sans oublier les oméga 3 et 6, les bonnes graisses qui assurent la souplesse des membranes neuronales. Et le sport, bien sûr. Indispensable pour irriguer massivement le cerveau en oxygène. L'auteur cite aussi, impartiellement je précise, certaines aides naturelles comme le ginkgo biloba ou la théanine du thé vert, qui stimuleraient les synapses. Bien nourrir la machine, c'est la base, mais il faut la faire travailler. Et j'adore cette partie du livre, la gymnastique mentale. C'est hyper concret. Pour retenir un numéro de téléphone complexe, il propose l'association d'images et la création d'histoires absurdes. Oui, le cerveau humain adore les histoires. Prenons l'exemple du livre pour un numéro comme le 06 28 32 81 14. Impossible à retenir comme ça. Voilà.
Alors on crée une narration. Le 0 devient un œuf, le 8 un bonhomme de neige. Et on invente une scène absurde. Le 6e jour du mois, un homme de 28 ans et une femme de 32 ans se marient. Et pendant la cérémonie, d'énormes bonhommes de neige, le 8, servent des œufs, le 0, aux 94 invités. C'est n'importe quoi, mais le simple fait de visualiser cette scène complètement loufoque, avec le bonhomme de neige, ça marque le cerveau direct. Il y a aussi la méthode des lieux, le fameux agenda mental, associer les jours de la semaine aux pièces de sa propre maison. C'est puissant parce que l'architecture spatiale de votre maison est profondément ancrée dans votre mémoire procédurale. En accrochant de nouvelles informations à des lieux que votre cerveau connaît par cœur, vous créez des raccourcis neuronaux super solides. C'est vraiment génial. Mais il y a un dernier pilier dans ce plan d'action qui est hyper chaleureux. Si on relie tout ça à une vision plus globale, l'auteur conclut que la meilleure sauvegarde, c'est la socialisation. L'isolement est le pire ennemi de la mémoire. Le simple fait de discuter, de raconter ses souvenirs à des proches oblige le cerveau à plonger dans ses archives et à revivifier les traces mnériques, empêchant leur destruction. Une très belle façon de boucler la boucle. Pour récapituler cette plongée, notre mémoire n'est pas une simple boîte d'archives statique qui prend la poussière. C'est une entité vivante, le noyau palpitant de l'identité qui nécessite du sommeil, de l'oxygène, des vitamines, des rires entre amis et un peu d'entraînement quotidien. C'est la leçon essentielle de l'ouvrage, vraiment. Et pour clôturer, je laisse à tout le monde une petite question existentielle qui prolonge tout ce qu'on vient de voir. Puisque notre cerveau trie constamment de souvenirs, en efface certains, en modifie d'autres, et qu'il peut même être conditionné par la publicité, à quel point l'histoire que l'on se raconte sur nous-mêmes est-elle une vérité absolue? Et à quel point est-ce simplement la version modifiée que notre cerveau a bien voulu garder pour nous aider à avancer? De quoi remettre en perspective la nature même de notre moi le plus profond. D'ici là, il est temps d'aller muscler nos propres neurones.